Merci, bonjour. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'hypertension artérielle, en particulier chez le diabétique. Vous m'entendez, ça va? En particulier chez le diabétique et comment prendre en charge ces patients. Donc les liens d'intérêt classiques. Et je voudrais commencer par vous rappeler que tous les hypertendus ne sont pas les mêmes. Ici, j'ai représenté 4 catégories schématiques. Vous avez un jeune, vous avez une personne âgée, vous avez un malade qui est probablement diabétique, en tout cas en surpoids, et puis un malade qui est noir. Vous voyez que ces différents malades ont différentes physiopathologies de leur hypertension. Chez le jeune, c'est essentiellement neuro-humoral, il sera sensible surtout aux bêta-bloquants. Chez le patient métabolique, diabétique ou non, c'est surtout une activation du système rénine-angiotensine qui est responsable de son hypertension, qui est impliquée dans son hypertension. Les aspects vasculaires sont majeurs chez le sujet âgé, alors que le sujet noir a une rénine basse, il faudra le soigner en conséquence. Les complications, très peu, éventuellement un infarctus du myocarde chez le très jeune, les maladies vasculaires, démence et AVC chez le sujet âgé, les néphropathies et les maladies de la rétine chez le patient diabétique métabolique et une hypertrophie ventriculaire gauche chez le patient noir. La première chose, il n'y a qu'une chose à retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. La première chose auquel il faut penser quand on voit un malade hypertendu, c'est que quel que soit le traitement que vous donnez, quel que soit le traitement qu'il va recevoir, il faut que ce traitement soit efficace parce que, quelle que soit la classe de médicaments utilisés, si vous ne diminuez pas la pression, vous n'améliorez pas le devenir de votre malade. Vous avez ici une courbe classique, une vue classique qui date de Lancet 2002, donc c'est déjà assez vieux mais ça n'a pas changé, qui vous montre que le risque de mortalité cardiovasculaire augmente, double chaque fois que la pression artérielle systolique augmente de 20 mm de mercure. Vous avez un risque faible à 115-75, vous avez un risque doublé à 135-85, un risque multiplié par 8, 175-105. Laissez se promener un malade avec une pression de 17-10, c'est criminel. Et quel que soit le médicament qu'on utilise. Vous avez ici les facteurs de risque responsables de la mort en Tunisie. Vous voyez que ces facteurs de risque, le premier, c'est l'hypertension artérielle, le deuxième, c'est le diabète, le troisième, c'est le tabac, le quatrième, c'est l'obésité et la pollution. Quand vous ajoutez ces 4 ou 5 premiers facteurs de risque, vous avez 90% des facteurs de risque de mort en Tunisie. J'avais hier la même chose en Algérie. Il semble y avoir moins de pollution, non, même pas. Et vous voyez que là encore, pression artérielle, hypertension, diabète, obésité, cholestérol sont les facteurs de risque majeurs, ici comme partout ailleurs, de la mort et des accidents cardiovasculaires. 5 grandes classes d'antihypertenseurs que vous connaissez aussi, diurétiques, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, inhibiteurs d'enzymes de conversion, qu'on va appeler les IEC, et les ARA2, bloqueurs des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2. En réalité, dans la pratique courante, les bêta-bloquants sont de moins en moins recommandés, sauf cas particuliers, sauf maladies cardiologiques, coronariennes ou autres. Donc, on va écarter un petit peu les bêta-bloquants aujourd'hui, et on a 3 grandes classes. Les bloqueurs du système rénine-angiotensine, qui comprennent les IEC et les ARA2, les diurétiques et les bloqueurs des canaux calciques. Vous savez qu'aujourd'hui, les sociétés savantes ont mis longtemps, mais elles commencent toutes à recommander en première intention de donner une association. Pourquoi une association? En dehors des côtés marketing et commerciaux, pourquoi prescrire une association? Pourquoi prescrire une association? C'est extrêmement simple. Vous avez tous les médicaments ont une relation effet-dose, c'est-à-dire que quand la dose est nulle, l'effet est nul, quand la dose est nulle, l'effet est nul, et au fur et à mesure qu'on augmente la dose, vous avez une augmentation de l'effet qui plafonne aux alentours de 75-80% de la dose maximale. On appelle D50 la dose responsable de 50% de l'effet maximum. On a intérêt à se placer toujours à ce niveau-là de dose. Pourquoi? Parce que si on double, on ne va pas doubler l'effet, et si on triple, on ne va pas du tout tripler l'effet. D'accord? Tous ces médicaments ont des effets secondaires. Un médicament qui n'a pas un effet secondaire, c'est de l'homéopathie.
Même les placebos ont un effet secondaire. Donc, tous ces médicaments ont des effets secondaires. Et comment on définit l'effet secondaire par rapport à l'effet bénéfique principal? On le définit par le fait que sa relation dose-effet est décalée sur la droite. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à une dose efficace D50 du médicament, vous avez des effets secondaires qui sont nuls ou négligeables ou très faibles. Qu'est-ce qui va se passer si vous doublez la dose? Vous allez multiplier l'effet par 1,7, 1,8, mais vous allez multiplier les effets secondaires par un facteur 5 à 10. C'est-à-dire qu'en doublant la dose, vous ne doublez pas l'effet bénéfique attendu et vous multipliez par 5 à 10 les effets secondaires de tous les médicaments. Ceci, c'est vrai pour les antihypertenseurs, c'est vrai pour tous les médicaments. Donc, doubler la dose d'une molécule augmente significativement ses effets secondaires et ajouter une autre molécule à faible dose ou à une dose correspondant à la D50 ajoutera les effets bénéfiques des deux molécules avec des effets secondaires qui sont, dans l'idéal, négligeables pour ces doses faibles. Donc, pourquoi utiliser un diurétique? Et quand on utilise un diurétique, quel diurétique? Pourquoi un diurétique? Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu dans vos études de médecine en physiologie, sûrement pas aussi compliqué. C'est un monsieur qui s'appelait Arthur Guyton, que j'ai connu, et qui a passé sa vie à modéliser le système cardiovasculaire. Et pour lui, l'élément central, c'était le volume sanguin et le volume liquidien et la charge en sel. C'est-à-dire que depuis les années 50, les diurétiques ont été les premiers médicaments contre l'hypertension. La diminution du volume liquidien et de la charge en sel reste un objectif majeur du traitement de l'hypertendu. Les diurétiques sont des médicaments anciens dont les effets secondaires sont bien connus et ils ne sont pas chers. Donc quand je vous parle d'effets secondaires bien connus, on a toujours des surprises, vous les connaissez et je vous en parlerai dans un moment, les effets secondaires inattendus et récents des hydrochlorothiazide. 5 grandes classes de diurétiques, les thiazidiques, les diurétiques de Lens, la Zilix, les thiazidiques-like, indapamide et l'autre qui n'est pas commercialisé ni en France ni en Tunisie, et les économiseurs de potassium dont on ne parlera pas aujourd'hui. On va parler essentiellement hydrochlorothiazide et indapamide, thiazide-like. L'indapamide, c'est un diurétique métaboliquement neutre par rapport à l'hydrochlorothiazide. Il a des effets antihypertenseurs marqués et démontrés, et il a surtout, et c'est en ceci qui se différencie des thiazidiques, il a des effets pléiotropiques, c'est-à-dire des effets qui agissent essentiellement sur le vaisseau, que ce soit le gros vaisseau, où il provoque un remodelage du vaisseau en augmentant la compliance artérielle. Les références que je vous donne sont des références humaines d'études cliniques, augmentation de la compliance artérielle, réduction de l'hypertrophie ventriculaire gauche au-delà de ce en quoi on peut s'attendre avec la simple diminution de pression, et aussi, et peut-être surtout, des bénéfices microvasculaires chez le diabétique. Je vous montre ici une diapositive de Michel Mar, faite en 2004 dans le Journal of Hypertension, et il a fait un essai tout à fait inattendu. Il a donné à des diabétiques hypertendus soit de l'énalapril par tirage au sort, soit de l'indapamide. Alors vous voyez sur la courbe d'en bas que la pression artérielle pendant un an, la pression artérielle a baissé au bout de 12 semaines de manière identique chez les patients traités à l'énalapril ou à l'indapamide, et que cette pression artérielle qui reste aux alentours de sa pression artérielle moyenne reste aux alentours de 100 mm de mercure. Les malades sont bien soignés par les deux médicaments pendant tout le temps, l'année du traitement. Et au-dessus, vous voyez quelque chose de moins clair parce que l'échelle est semi-logarithmique. Donc ici, c'est la microalbuminurie, 80 microgrammes par minute à l'inclusion des patients dans les deux groupes. Et ça se voit mal, encore une fois, à cause de l'échelle, mais on diminue d'environ 30-40% la microalbuminurie dans les deux groupes, ceux traités par l'énalapril et ceux traités par l'indapamide. Il n'y a pas de différence de protéinurie, de réduction de protéinurie entre un IEC, énalapril, et l'indapamide. Au point de vue effet sur la pression artérielle, thiazidique et indapamide sont à peu près identiques, quelles que soient les études, selon l'étude ou la méta-analyse, vous voyez, et selon la dose évidemment, vous voyez que l'indapamide fait pareil, voire un peu mieux, mais de manière non significative sur ces études-là. Et lorsqu'on regroupe toutes les études qui ont comparé les effets de l'indapamide et de l'hydrochlorothiazide chez ces patients diabétiques hypertendus, on a séparé ces études en 3 groupes.
ceux où les doses sont équivalentes entre indapamide et hydrochlorothiazide, ceux avec plus de thiazidique que d'indapamide, et l'inverse, plus d'indapamide que de thiazidique. Et vous voyez que, globalement, on retrouve un effet supérieur, quelle que soit la dose, on retrouve un effet supérieur de l'indapamide sur la pression artérielle d'environ 6 mm de mercure, 5 à 6 mm de mercure. C'est-à-dire qu'à dose équivalente, l'indapamide est légèrement plus efficace, mais de manière significative, sur la pression artérielle. Et vous savez que 5-6 mm de mercure, c'est une réduction significative du risque cardiovasculaire. Lorsqu'on regarde la kaliémie, on a comparé encore dans ces études l'hypokaliémie de ces patients, toujours en séparant en fonction des doses, plus forte dose de dose équivalente, plus forte dose de thiazidique, plus forte dose d'indapamide. Et là encore, quand on regarde le résultat global, il n'y a pas de différence. On a pratiquement une identité entre la kaliémie mesurée chez les patients recevant l'hydrochlorothiazide et ceux recevant l'indapamide. C'est-à-dire que la conclusion de cette étude, qui date de 3 ans et demi maintenant, l'indapamide semble être plus puissante que l'hydrochlorothiazide, c'est ce que je vous disais, 5-6 mm de mercure, aux doses habituellement prescrites, sans preuve d'effets secondaires différents, ou en tout cas d'effets secondaires plus forts. Dans les essais cliniques, que ce soit PAS, AIVET, dont je vous reparlerai tout à l'heure, et qui a la particularité d'être le seul essai clinique qui porte sur des patients octogénaires, Progress ou Advance, vous avez différentes doses, différentes formes à libération prolongée ou non d'indapamide, et dans toutes ces études versus placebo, on ne pourrait plus les faire aujourd'hui versus placebo, il y a des bénéfices cardiovasculaires démontrés lorsque les patients reçoivent de l'indapamide au long cours. Et là encore, dans ce numéro d'Hypertension de 2015, Norman Kaplan, qui est un grand épidémiologiste américain, se demande si l'indapamide n'est pas le meilleur diurétique pour l'hypertension. Les recommandations anglaises ont suivi cette voie, puisqu'ils demandent de donner de préférence un thiazidique-like, comme la chlorthalidone, qui encore une fois n'est pas commercialisée ni en France ni en Tunisie, ou de l'indapamide, de préférence à un thiazidique conventionnel. Et les autres associations, l'association, l'ESH, la Société européenne d'hypertension et la Société européenne de cardiologie, ont suivi un peu plus tard la même voie en 2018, l'année dernière, pour proposer que les thiazidiques-like, chlorthalidone ou indapamide, ont été utilisés dans de nombreux essais cliniques randomisés contrôlés, donc les meilleurs essais cliniques possibles. Ils ont montré des bénéfices cardiovasculaires significatifs, et ces agents sont plus puissants par milligramme que l'hydrochlorothiazide, et ils ne démontrent pas d'effets secondaires supérieurs. Donc, toutes les recommandations sont en faveur d'un thiazidique-like. Récemment, un gros registre danois a démontré que, encore une fois, un gros registre, 1 430 000 contrôles et 71 000 cas. Donc un énorme registre danois a démontré qu'il y avait une différence faible en nombre absolu, mais significative en statistique, de cancer de la peau de type non-mélanome chez les patients qui reçoivent des thiazidiques depuis longtemps. Une autre étude sur la même population a montré un autre type de cancer, le cancer de la lèvre. Donc ça pourrait être assez anecdotique, peut-être même un hasard des statistiques, vous savez, on peut tout faire dire, sauf que là, on constate qu'il y a un effet dose dépendant. Ils ont eu l'astuce de calculer la dose totale que le patient a reçue d'hydrochlorothiazide pendant tout son traitement. Vous recevez un comprimé tous les jours pendant 30 ans, ça ne doit pas vous faire 250 000 mg, 250 grammes ou 100 grammes, enfin vous avez reçu une certaine dose de thiazidique. Et ce qui est frappant ici, c'est que vous avez un effet dose dépendant. Le risque relatif de cancer de la lèvre augmente avec la dose de thiazidique, d'hydrochlorothiazide, que vous avez reçue pendant votre vie. Donc, là encore, il semble qu'on n'a jamais fini, avec même les médicaments qu'on croit connaître depuis 50 ans, on n'a jamais fini, et il y aurait peut-être quelque chose à regarder là-dessus. L'ANSM, la Société de sécurité française de l'assurance maladie, a commencé en janvier 2018 une étude sur ces registres, les dizaines de millions
de patients qui reçoivent des diurétiques en France, et ils sont en train de faire une recherche des cancers de la peau, cancers des lèvres chez ces patients. On aura un jour les résultats. Et encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant. Ça concerne certainement des petits nombres, mais tant qu'à faire, c'est pas la peine. Ah oui, excusez-moi. Ce n'est pas la peine de prendre un risque supplémentaire, même s'il est minime. On discutera tout à l'heure de la peau des Danois et du soleil de Tunisie. Quelles associations choisir? On a les 3 grandes classes, IEC ou ARA2, bloqueurs des canaux calciques, diurétiques. On peut les associer comme on veut, 2 à 2. On va surtout s'intéresser, pour commencer, à la première association, l'association IEC ou ARA2 avec les diurétiques. Je vous rappelle, et vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, le patient hypertendu, les objectifs de toutes les sociétés savantes sont de maintenir une pression inférieure à 130/80 et que de bien réduire la pression artérielle diminue l'incidence des complications microvasculaires, rénales, oculaires et macrovasculaires, AVC essentiellement, ou leur aggravation. Il faut régulièrement, au moins une fois par an, c'est vraiment un minimum, surveiller la microalbuminurie, faire un fond d'œil peut-être un peu moins souvent, et très souvent, pour équilibrer ces malades, il faut plus que 2 médicaments. On a le droit à 5 classes de médicaments, il en faut souvent 3, et s'il y a une microalbuminurie ou une albuminurie, il est impératif que parmi ces médicaments, il y ait un IEC ou un ARA2. Donc ça, ce sont les recommandations incontournables. Et quand on voit elles sont incontournables, ce sont les mêmes pour la HAS en 2016, microalbuminurie, albuminurie, nécessité d'un bloqueur du système rénine-angiotensine, vous l'avez en haut à gauche, et en bas à droite, les sociétés européennes d'hypertension disent la même chose, albuminurie égale IEC ou ARA2. Quels objectifs tensionnels pour ces patients diabétiques hypertendus? Une étude très intéressante, l'étude ACCORD, a comparé un traitement intensif à un traitement classique. Ceux pour lesquels on a absolument voulu baisser la pression artérielle jusqu'aux objectifs, voire au-dessous des objectifs, et ceux pour lesquels on s'est contenté de ce qu'on fait en général en clinique. Vous voyez qu'en ce qui concerne la mortalité totale, il n'y a pas de différence. En ce qui concerne la mort cardiovasculaire, il n'y a pas de différence. Les infarctus du myocarde non mortels, il n'y a pas de différence. En revanche, il y a une grande différence significative avec 37% de plus d'AVC non mortels chez ceux qui ont eu un traitement conventionnel et 41% d'AVC totaux, au total, chez ceux qui ont eu un traitement conventionnel. C'est-à-dire que traiter de manière intensive la pression artérielle, surtout la pression artérielle systolique, est bénéfique pour l'incidence des AVC chez ces patients hypertendus diabétiques. Une étude, voici un exemple très court, très schématique de ce résultat. Vous voyez en ordonnée, vous n'arrivez pas à lire, c'est la survie sans événement, essentiellement sans événements cardiovasculaires ou rénaux. Vous voyez en rouge le traitement intensif de la pression artérielle aux objectifs, voire au-dessous des objectifs, et en bleu, une courbe significativement diminuée, avec P égale 0,05, c'est-à-dire que vous avez les patients qui vivent plus longtemps sans accident lorsque leur pression artérielle est très bien contrôlée. Une méta-analyse un peu plus ancienne retrouve exactement la même chose. Vous avez en abscisse, là encore je vous le dis parce que je ne suis pas sûr que vous arriviez à le lire du fond de la salle, ici c'est la pression artérielle en fin de traitement, la pression artérielle atteinte par le traitement. Et dans toutes ces 13 études, les objectifs étaient atteints. C'est-à-dire que vous avez ici 130 et ici 140 mm de mercure. D'accord? Donc vous avez des patients qui, dans notre pratique quotidienne, sont bien contrôlés. Ils sont diabétiques, mais ils sont à 130, 135 mm de mercure. Je suis plutôt content. Eh bien, il n'y a pas de rapport entre pression systolique et mortalité, ni totale, ni cardiovasculaire. Il n'y a pas de rapport avec l'infarctus du myocarde. Pas de rapport... Si, un petit rapport avec les effets secondaires. Plus la pression est basse, plus le malade a pris le médicament, plus il aura d'effets secondaires. Rien avec les accidents rénaux. En revanche, une forte pente avec les AVC. C'est-à-dire qu'un malade qui est à une pression artérielle de 135, la taille du point, c'est le nombre de malades dans l'essai,
un malade qui a une pression artérielle 135 va avoir presque 2 fois plus de risque d'AVC qu'un malade qui a une pression artérielle de l'ordre de 120 mm de mercure. Donc là encore, la limite de 130 et 135 pression systolique chez ces patients est une option raisonnable maximum. Si on peut faire mieux, il faut faire mieux. Une fois qu'on a bien admis qu'il fallait bloquer le système rénine-angiotensine chez ces malades, par quel médicament, par quelle classe de médicaments le bloquer? Par un IEC ou par un ARA2? On va choisir la classe, et dans une classe donnée, il faut choisir la molécule qu'on connaît le mieux, la molécule qui a la durée de vie la plus longue, pas la peine d'en prendre 2 ou 3 fois par jour, un seul suffira, et la molécule pour laquelle on a différents dosages et que ceux-ci ont été utilisés et testés dans différents essais cliniques. Alors quand on compare IEC et ARA2, et là encore vous allez voir que ça a des conséquences alors qu'au départ ça paraît purement des sciences fondamentales, lorsqu'on compare IEC et ARA2, ils ont exactement les mêmes propriétés. Chaque fois que vous avez une flèche rouge, ces IEC et ARA2 ont les mêmes effets sur l'hypertrophie ventriculaire, sur la microalbuminurie, sur la fonction rénale, sur la survenue d'un infarctus, sur l'insuffisance cardiaque, fibrillation, protéinurie, syndrome métabolique, diabète. Vous voyez que IEC, ARB, même punition, même motif. En revanche, les IEC ont 2 propriétés différentes des ARB, des ARA2, qui expliquent une partie de ce que je vais vous raconter. Ils ont un effet identique à ceux des inhibiteurs calciques sur l'athérosclérose et sur sa progression. Ils ont un effet bénéfique sur la paroi vasculaire et logiquement, ils diminuent l'incidence des maladies vasculaires, artérielles, périphériques. Donc, encore une fois, une méta-analyse parue en 2014 dans le JAMA qui compare toutes les études disponibles, une bonne douzaine, où on a comparé IEC versus placebo sur un seul paramètre, mortalité toute cause. Bon, ça veut dire des choses compliquées, mais ça veut quand même dire que statistiquement, il y a une différence significative de survie ou de mortalité toute cause confondue avec IEC meilleur que placebo de 13%. Quand on fait les mêmes études, les mêmes calculs avec des patients dans des cohortes traitées par ARB, ce n'est pas significatif, il n'y a pas d'amélioration de la mortalité chez les patients qui sont traités au long cours par des ARA2. Et la conclusion de cette méta-analyse, c'est que notre méta-analyse montre que les IEC réduisent la mortalité toute cause, la mortalité cardiovasculaire et les événements majeurs cardiovasculaires chez les patients hypertendus diabétiques, alors que les ARA2 n'ont pas ces effets bénéfiques. Donc, les IEC devraient être donnés en priorité, en première ligne, chez ces patients pour limiter un excès de mortalité, de morbidité dans cette population, encore une fois, diabétique, hypertendue. Cochrane, une cohorte académique non drivée par les laboratoires, parce qu'on est toujours inquiet quand on voit des résultats magnifiques, retrouve exactement la même chose, même pire, moins 16% de mortalité chez les patients qui reçoivent un IEC au long cours, et plus 12%, par chance pour les ARB, ce n'est pas significatif, mais quand même, il y a une différence de 28% de mortalité entre ceux qui sont traités par IEC et ceux qui sont traités par ARA2. Une des raisons de ces différences tient à l'incidence des infarctus du myocarde. Il y a eu une étude publiée dans Circulation par 2 grands épidémiologistes qui montre qu'il y a plus d'infarctus chez les patients qui reçoivent un ARA2 que chez les patients qui reçoivent un IEC. Et encore une fois, la logique dicte que dans les pratiques cliniques, on devrait donner en priorité un IEC par rapport à un ARA2. Logiquement, pour une fois, la sécurité sociale suit cette énorme masse de travaux pour dire les médicaments de référence restent d'actualité. La preuve par l'exemple, les IEC font mieux que les ARTAN. À l'époque, les IEC étaient un peu moins chers, aujourd'hui ils sont exactement au même prix. Il faut continuer, si on écoute la NSM, il faut continuer à prescrire des IEC. Je vous ai parlé d'effets spécifiques de la dapamide, qui a des effets qu'on comprend mal sur le vaisseau, sur la microcirculation,
des effets spécifiques du perindopril et des IEC en général sur l'athérosclérose et les gros vaisseaux. Et en fait, quand on combine ces deux médicaments, on a ici une publication, vous voyez mal, une publication d'un laboratoire italien, Paolo Camici, qui montre que quand on donne du Préterax, association perindopril-indapamide, on a une réduction de l'épaisseur de la média des coronaires et on a surtout une augmentation, un doublement du débit coronaire de repos et du débit maximal chez ces patients recevant de manière chronique pendant plusieurs mois l'association indapamide perindopril. On avait fait avec un ami dont on parlait, un ami tunisien, soussien, qui est maintenant, qui a un poste de professeur à Sousse, avec Haïtem de Babi. On avait fait un travail sur des patients, je vous le résume très simplement. On avait mesuré la densité capillaire au niveau de la peau du doigt, en pensant, on n'est pas les seuls à le penser, que la densité capillaire cutanée est représentative de la densité capillaire dans d'autres tissus qui ne sont pas accessibles. Et on avait montré que lorsque les patients avaient une pression artérielle contrôlée par Préterax, indapamide, perindopril, ils avaient une densité capillaire significativement supérieure à ceux qui avaient le même niveau de pression contrôlé par des ARB et nettement supérieure à ceux qui n'étaient pas contrôlés, aux malades non contrôlés. Alors, sur la densité capillaire, ce sont des chiffres qui ne sont pas très impressionnants, mais sur le débit cutané, on a un doublement du débit cutané chez les patients qui reçoivent l'association indapamide perindopril, à rapprocher de la diapo précédente où le débit myocardique était lui aussi doublé. Donc il semble vraiment que la microcirculation ait un comportement assez général et que quand on le regarde au niveau de la peau, on peut imaginer que ça se passe de manière semblable dans les autres tissus. Une diapo pour vous montrer la comparaison advance, je vous en ai déjà parlé, comparaison perindopril indapamide versus placebo, et tous les autres essais que vous voyez au-dessous sont des essais avec des ARA2, telmisartan, irbesartan, candesartan, albesartan, telmisartan, et vous voyez que globalement, l'association perindopril indapamide diminue de 21% les accidents en prévention primaire et secondaire, et de 18%, là je suis perdu, ça diminue la pression artérielle de 5,6 mm de mercure avec des réductions significatives des événements aussi bien cardiaques que rénaux. Pour le choix de l'IEC, je ne vais pas vous diriger vers un choix, mais il faut vraiment faire attention à prendre des médicaments qui marchent avec une seule prise, qui ont une durée d'action de au moins 20 heures. Beaucoup d'essais cliniques qui veulent démontrer l'infériorité des IEC sont faits avec le ramipril. Le ramipril, ils en donnent un comprimé par jour à faible dose. Évidemment, le malade n'est pas protégé toute la journée. Et évidemment, le traitement par IEC sera moins efficace que le traitement testé. Donc, vous voyez que beaucoup de médicaments, il faut en prendre un ou deux, parfois trois par jour, que ce soit des IEC ou des ARA2. Il vaut mieux choisir ceux qu'on connaît le mieux, ceux pour lesquels on a une gamme étendue et ceux qui ont une durée de vie égale à celle du nictémère. Donc, pour ces patients diabétiques, microalbuminurie et insuffisants rénal, l'association IEC diurétique, je crois, s'impose. On passe à un autre sujet. Tout va bien dans les temps ? On passe à un autre sujet pour un autre type de malade, la vieille dame qui était à droite dans la diapo où il y avait les différents types de malades. Et on avait montré, à l'époque, c'était purement académique, on n'imaginait pas du tout que ça allait avoir des conséquences sur la pharmacologie. On avait montré en 1994, vous vous rendez compte, j'avais pas encore de cheveux, mais presque. En 1994, on avait montré que chez des patients, enfin chez des sujets, même pas des patients, des sujets normaux, non malades, non hypertendus, l'activité rénine plasmatique et la concentration plasmatique d'aldostérone étaient diminuées d'un facteur 3 entre un sujet de 20 ans et un sujet de 80 ans. C'est-à-dire que quand le patient vieillit, il a une activité du système rénine-angiotensine qui diminue progressivement et linéairement depuis l'adulte jeune jusqu'au vieillard. Normalement, logiquement, des patients qui ont une activité rénine plasmatique faible, à des taux d'aldostérone faibles, vont être moins sensibles aux bloqueurs du système rénine-angiotensine. Donc, ces médicaments vont être moins efficaces sur le contrôle de leur pression artérielle. Là encore, je vous montre une diapo qui résume les recommandations pour le sujet âgé. Sujet âgé, alors la définition n'est pas claire. En ce qui me concerne, plus je vieillis, plus je la retarde. Mais dans
dans les recommandations, c'est parfois entre 60 et 80 ans, et toujours après 80 ans. Il faut avoir une pression le plus possible inférieure à 140-90. On peut admettre un peu plus chez le sujet octogénaire ou plus, mais quand vous recevez un patient qui arrive pour une première fois avec 18-19 de systolique et que vous commencez à le traiter, il ne faut pas être trop ambitieux. Il vaut mieux commencer par baisser 25-30 mm de mercure. Ça suffira pour commencer, parce que si vous baissez trop fort, trop vite, vous allez occasionner des hypotensions orthostatiques qui vont lui causer plus de soucis à lui qu'à 80 ans, garder une pression artérielle à 16 ou 17. Donc les médicaments de référence sont les diurétiques ou les antagonistes calciques de longue durée d'action. Et à 80 ans, jamais de régime sans sel et jamais plus de 3 médicaments. On ne maîtrise pas les effets secondaires, on ne maîtrise pas les associations de ces médicaments. Ne pas dépasser 3 médicaments et éviter le régime sans sel, encore une fois, pour des raisons d'hypotension orthostatique. Je vous rappelle l'indapamide. L'indapamide, dans l'étude IVET, des patients octogénaires, moins 39% d'AVC mortel, moins 64% d'insuffisance cardiaque, d'aggravation d'insuffisance cardiaque, moins 23% de mort cardiovasculaire. Donc l'indapamide est clairement un médicament qui marche chez le vieillard, plus de 80 ans, pour tout ce qui est cardiovasculaire. Quand on regarde les effets sur la pression artérielle, que ce soit l'amlodipine ou l'indapamide, ils sont tous les deux parmi ceux qui sont les plus efficaces de leur catégorie. L'indapamide comparé à l'hydrochlorothiazide et l'amlodipine comparé aux anti-inhibiteurs calciques, ils sont légèrement plus efficaces que les IEC, les ARB et les autres médicaments antihypertenseurs. Donc pourquoi l'amlodipine ? C'est un vieux médicament qu'on connaît bien, là encore. Plus on le connaît, plus on a de recul sur ses prescriptions, mieux on connaît les effets secondaires. Et en dehors de ces effets antihypertenseurs, il a des effets antioxydants. Il a des effets sur la production de monoxyde d'azote. Il augmente la production de monoxyde d'azote, qui est le vasodilatateur de référence physiologique. Il a des propriétés anti-inflammatoires. Et quand on regarde quels sont chez les sujets âgés les mécanismes responsables de son hypertension systolique, rigidité artérielle, il y a des effets bénéfiques sur la rigidité à la fois de l'amlodipine et de l'indapamide. Le déficit en NO, que ce soit des expériences animales ou chez le patient, ce déficit en NO est partiellement corrigé par l'amlodipine. La forte sensibilité au sel, le diurétique natriurétique indapamide, réduit cette charge de sel. Le stress oxydant est élevé, il est réduit à la fois par l'amlodipine et l'indapamide. Et l'inflammation, tous ces mécanismes participent à l'augmentation de la pression artérielle systolique. Et tous ces mécanismes sont réduits soit par l'amlodipine, soit par l'indapamide, soit par les deux. Et quand on regarde l'amlodipine qui réduit l'incidence des accidents, des infarctus du myocarde, vous avez en haut versus IEC, pas de différence. Versus ARB, ARA2, une différence significative, moins d'infarctus du myocarde chez les patients traités par un amlodipine que ceux traités par un ARA2, par rapport au placebo, évidemment, très significatif. Protection contre les AVC, je vous résume de la même façon, pas de différent, meilleur pour les AVC que les IEC, meilleur pour les AVC que les ARA2, ce sont ceux qui diminuent le mieux. L'amlodipine diminue le mieux la PAS, donc c'est normal que ça diminue les AVC mieux que les IEC et les ARA2, évidemment par rapport au placebo. Donc, diminution de la mortalité de 19% dans l'étude Accomplish. Et enfin, pour terminer, on a comparé l'association amlodipine-indapamide avec d'autres associations, et cette association fait mieux de 23% pour les AVC que les autres associations de médicaments. Donc, pour conclure avec tout ça, l'amlodipine et l'indapamide sont deux antihypertenseurs efficaces. Ils sont tous les deux très bien placés, voire les mieux placés dans leur classe. Ils ciblent spécifiquement la pression artérielle systolique et donc les complications associées. Complications associées, c'est AVC, mais c'est aussi déficit cognitif, Alzheimer, démence et maladies périphériques. Ils ont des mécanismes d'action ciblés et spécifiques. Pour terminer vraiment,
l'étude Nestor, un tout petit morceau de l'étude Nestor. L'étude Nestor, c'est un essai randomisé en double aveugle conduit par Olivier Hanon à Paris. 570 sujets âgés, hypertendus, diabétiques, microalbuminuriques. Ils ont d'abord reçu pendant 6 semaines une monothérapie, soit indapamide, soit enalapril. Et si la pression artérielle n'était pas contrôlée, on a ajouté de l'amlodipine, 5 ou 10 mg. Donc très brièvement, la pression artérielle baisse de 26 mm de mercure chez ces patients qui reçoivent indapamide et amlodipine, et 20 mm de mercure chez ceux qui reçoivent enalapril et indapamide. Donc un effet bénéfique de 5 mm de mercure, de plus de réduction de pression chez ceux qui reçoivent le natrixame. Chez les sujets âgés, plus de 65 ans, ça marche encore mieux, une différence de 6,2 mm de mercure entre la PAS des patients qui reçoivent indapamide amlodipine par rapport à ceux qui reçoivent enalapril amlodipine. Donc, bénéfice de l'association inhibiteur calcique indapamide. Et pour en revenir à la fin de toutes ces histoires, à la fin de tous ces essais cliniques et ces considérations physiopathologiques, les recommandations. Les recommandations, elles sont extrêmement claires. Indapamide amlodipine est recommandé pour les patients âgés. Ça, sont les recommandations ESH, Société européenne d'hypertension, Société de cardio. Tous les agents hypertenseurs sont recommandés et peuvent être utilisés chez le vieux, bien que les diurétiques et les inhibiteurs calciques sont préférés pour l'hypertension systolique prédominante. Ma première diapo, vous voyez ces 4 malades schématiques, le jeune, le vieux, le gros, le noir. Vous voyez que la physiopathologie n'est pas la même, les complications ne sont pas les mêmes, infarctus du myocarde, parfois, une insuffisance cardiaque, rarement chez le jeune, AVC, démence chez le vieux, maladie microvasculaire, rénale et oculaire avec infarctus et diabète chez le sujet métabolique, gros, et surtout insuffisance cardiaque chez le sujet qui avait déjà une hypertrophie ventriculaire avec une rénine basse, le sujet africain ou noir. Donc, les 3 grandes associations, IEC, bloqueur des canaux calciques, traitement de première intention. Quand vous recevez un patient que vous n'avez encore jamais vu, vous essayez cette association, ça marche dans la majorité des cas, ça ne marche pas pour 2 raisons. Intolérance aux IEC, intolérance à l'amlor, à l'amlodipine, au bloqueur calcique. Le patient qui tousse comme un malade au bout de 3 semaines, il faudra l'arrêter. Le patient qui vient vous voir avec une cheville doublée de volume, il faudra l'arrêter. Mais c'est une indication recommandée pour ceux qui ont une intolérance aux diurétiques, c'est-à-dire essentiellement ceux qui ont une goutte. Moi, j'ai pas mal de patients à qui j'ai donné un diurétique pour commencer et qui sont revenus au bout de 15 jours avec le coude ou le poignet douloureux, gros, etc., crise de goutte typique. L'association diurétique, bloqueur des canaux calciques, hypertension systolique, patient âgé, intolérance aux IEC, rénine basse. Et enfin, l'association diurétique-IEC chez le diabétique s'il a une micro ou une macroalbuminurie. L'insuffisance rénale et également ceux qui ne supportent pas les bloqueurs des canaux calciques. Dernière diapositive vraiment, c'est une diapositive que j'empruntais à mon ami Jean-Jacques Mourad qui vient plus souvent que moi ici. On traite un patient et non pas simplement des chiffres tensionnels. On ne s'occupe pas que des chiffres tensionnels, on regarde le contexte, il est jeune, il est vieux, il est gros, il est noir ou pas. Et le contrôle de l'hypertension se fait mal. En France et je pense en Tunisie, on n'arrive pas aux objectifs et ce résultat s'aggrave avec le temps. On contrôle moins d'hypertendus aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a 10 ans. Parce que ce n'est pas pris au sérieux, parce que les malades ne le prennent pas au sérieux, parce que les autorités de santé n'y mettent pas l'énergie qu'il faut et l'argent qu'il faut, et aussi parce que les malades, les médecins n'y mettent pas l'énergie, ils ne sont peut-être pas assez convaincus pour convaincre leurs patients qu'il faut vraiment prendre les médicaments. Et tous les patients du monde prennent un médicament pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, la pression est normalisée, donc je suis guéri, j'arrête. Et évidemment, ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut bien leur expliquer que c'est un médicament à vie et que ceci conditionne leur qualité de vie et la survenue d'accidents cardiovasculaires, AVC, rénaux, etc. Il faut donc lutter contre l'inertie thérapeutique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Lévy, pour cette excellente présentation qui parle de la complexité en fait, de la prise en charge de l'HTA et que réellement il n'y a pas un seul profil d'hypertendu, mais il y en a plusieurs.
Donc la parole est pour la salle s'il y a des questions. En pratique, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut switcher systématiquement l'association avec hydrochlorothiazide vers l'aldapamide, même s'il est équilibré en pratique? Actuellement, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'on doit faire. Je peux vous dire ce que les recommandations recommandent. Les recommandations ont toujours 10 ans de retard sur les essais. Parce qu'il faut être prudent, parce qu'il faut être bien sûr, parce qu'il ne faut pas dire de bêtises. Et il faut que tous les spécialistes européens, par exemple, à l'ESH, il faut que tout le monde se mette d'accord. Actuellement, on est en train de se diriger vers une recommandation d'une association en première intention. Moi, quand j'ai fait mes études, et même après, on donnait un médicament. Si ça ne marchait pas, on doublait la dose. Si ça ne marchait pas, on changeait de médicament, on doublait la dose, donc on passait 6 mois, 1 an à essayer différents médicaments avant de penser à utiliser une association qu'on n'osait pas utiliser parce qu'on n'avait pas d'expérience. Donc aujourd'hui, on est vraiment, si j'ai à soigner, si j'avais à soigner quelqu'un de ma famille ou même un malade que je ne connais pas, je commence par l'association IEC bloqueur calcique pour voir. S'il n'a pas d'intolérance, ça va marcher magnifiquement. Éventuellement en augmentant la dose, mais ça va marcher magnifiquement. Ce n'est qu'en cas de toux ou d'œdème ou de complications de ces deux types de médicaments qu'on va avoir des soucis avec ce patient. Mais sinon, personnellement, même si ce n'est pas encore dans les recommandations, c'est en train d'y venir. Les Américains ont commencé à recommander les associations. L'association en première intention, ça devient de plus en plus recommandé et courant. Excusez-moi, c'est dans le même sens en fait par rapport à cette histoire de risque de cancer de la peau. Oui. Et cette cohorte en fait danoise. Est-ce que vous ne savez pas sur le plan méthodo, il faut peut-être attendre un petit peu et dire que voilà, pour prouver il faut de l'exposition. Et puis donc attendre, il y a une dose aussi, donc on va attendre beaucoup pour avoir la réponse. Écoutez. D'un côté. Et de l'autre côté, pour vos patients, est-ce que vous êtes en train de switcher? Qu'est-ce que vous dites pour vos patients qui sont déjà sous hydrochlorothiazide? J'ai pas de réponse toute faite. Si le patient est parfaitement équilibré à l'hydrochlorothiazide, qu'il a 60 ans ou plus, que je vais l'envoyer chez un dermato parce que je suis hyper consciencieux, que je suis hospitalier, que ça coûte rien ni au malade ni à moi. D'accord? Mais je ne vais pas m'inquiéter beaucoup pour des chiffres relativement faibles chez des populations qui sont quand même pas tout à fait, on n'est pas tout à fait des Nordiques, ni à Paris. Moi, je travaille à Barbès, donc ni à Barbès, ni à Tunis. Donc, c'est pas un problème, c'est pas un événement, à mon avis, majeur. Néanmoins, si aujourd'hui j'ai à mettre un malade sous diurétique, je ne vais pas choisir une hydrochlorothiazide. Ça n'a pas de sens. Même si le risque est faible, pourquoi le faire prendre au malade? Et déjà, on discutait de la peau du Danois avant la conférence, et je pense que c'est un sujet qui nous préoccupe tous. La peau du Danois n'est pas la même. Je racontais que quand j'étais gamin, on allait à Gamard voir les Suédoises et les Allemandes qui se baignaient seins nus. On n'avait pas ça à l'époque. Et le deuxième jour, elles étaient rouges et crevisses. Bon, évidemment, on n'a pas la même peau. Et d'un autre côté, on n'a pas non plus le même soleil. Donc si les Danois qui sont au Danemark ont des cancers des lèvres, des cancers de la peau non mélanome, avec une exposition au soleil qui doit être de 40 ou 45 jours par an, les gens avec des peaux plus bronzées, mais avec un soleil beaucoup plus agressif et beaucoup plus dans un nombre de jours beaucoup plus important dans l'année, peut-être que le risque n'est pas négligeable. Je crois qu'il faut faire ce que l'ANSM est raisonnable. Il faut attendre et il faut voir les chiffres. Si vous avez, bon voilà, ma réponse définitive. Si j'ai un malade à l'hydrochlorothiazide qui a 30 ans, je vais peut-être le changer de diurétique. S'il a 65 ans, je vais le laisser à son diurétique en surveillant. Mais en une initiation de traitement, je ne vais pas lui donner de l'hydrochlorothiazide tant qu'on n'est pas sûr de cette histoire de cancer de peau. Merci pour votre présentation très complète. Seulement, il me reste un petit domaine, j'aimerais bien avoir votre avis, concernant les antihypertenseurs. Je vois vous n'avez pas cité, est-ce qu'ils gardent une place ou non? Néanmoins, je crois que c'est la femme enceinte, on peut l'utiliser.
Donc, ma première question chez la femme enceinte, si vous permettez, alors, quels sont les objectifs thérapeutiques? Si elle ne répond pas à l'antihypertenseur centrale, quelle drogue peut-on utiliser? Merci. Alors, chez la femme enceinte, bon, moi, ce n'est pas ma spécialité. J'ai eu pas mal de prééclampsie à traiter, mais chez la femme enceinte, j'avais la notion classique qu'on a appris à l'école, vous comme moi, il faut les traiter comme si elles n'étaient pas enceintes. Et il y a eu une étude dont je n'ai pas la référence en tête, une grosse étude qui a montré que quand on traite des femmes hypertendues enceintes, on a plus de risques, en particulier d'hypotrophie et de mort du fœtus, que de bénéfices pour la femme. Et les recommandations actuelles, elles sont difficiles à croire. Et quelqu'un de bien meilleur que moi faisait un topo à l'ESH il n'y a pas longtemps, et dans le public, il dit « mais c'est pas possible, moi je ne ferai jamais ça ». La recommandation actuelle, c'est de ne pas traiter les femmes qui ont une pression artérielle inférieure à 160. 140, 150, 160, vous ne la traitez pas. Vous ne la traitez pas, c'est souvent une hypertension qui est liée à la grossesse, qui n'a pas de conséquences sur le fœtus, et vous ne risquez pas d'hypoperfusion du placenta, donc du fœtus, en baissant la pression, parce que quand vous baissez la pression, vous ne connaissez pas la pression de nuit. Peut-être que cette patiente qui a 170 chez vous, elle va être à 140 à la maison, elle va être à 120 la nuit, vous lui donnez une amlodipine, ou vous lui donnez, un médicament autorisé dans la grossesse, et elle va être peut-être à 90 de systolique pendant la nuit. Elle ira très bien, mais le placenta sera moins bien perfusé. Donc vous prenez des risques pour le fœtus qui font qu'aujourd'hui, à partir d'une grosse étude épidémiologique, on demande de ne pas traiter les femmes dont la pression est égale ou inférieure à 160. Professeur, voilà. Merci pour votre excellente mise au point. Et ce qu'on en retient, c'est qu'il y a plusieurs profils de patients et donc plusieurs profils de traitement. Ma question est, quelle est votre expérience et votre attitude vis-à-vis des hypertensions artérielles résistantes? Pardon, j'entends mal, excusez-moi. L'hypertension artérielle résistante. Oui. Alors, l'hypertension artérielle résistante, c'est encore une autre histoire. Les recommandations actuelles sont d'ajouter un anti-aldostérone. Mais l'hypertension artérielle résistante, je vais vous raconter, vous connaissez peut-être le nom de Michel Azizi, qui a coordonné pour la France les études de dénervation rénale. Il recevait de tous les grands services hospitaliers de France des malades catalogués hypertension résistante. Il les traitait pendant 15 jours et il récusait plus de 80% de ces malades. C'est-à-dire que très souvent, les malades catégorisés comme hypertension résistante sont des malades chez qui on n'a pas essayé les bons médicaments aux bonnes doses, voire une trithérapie. Ce n'est que lorsque la trithérapie bien conduite est inefficace qu'on est résistant. Et dans ce cas-là, on est à des pourcentages relativement faibles, on est aux alentours de 10%. Et dans ce cas-là, la recommandation, c'est d'ajouter un anti-aldostérone. Merci. Et est-ce que tous les diurétiques sont égaux vis-à-vis de l'hyperglycémie? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre de manière affirmative. Je ne crois pas qu'on ait de notions très franches là-dessus, très claires là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation et voilà, donc vous êtes invité pour le déjeuner, donc un buffet. Merci beaucoup.